La lutte contre le réchauffement climatique est une lutte de tous les instants, où les différents acteurs essayent de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, certaines voix doutent que cela sera suffisant. Et si tous nos efforts ne parvenaient pas à garder le réchauffement sous les 2 degrés, comment pourrions-nous agir pour nous donner plus de temps à l'émergence de ces technologies vertes? C'est à l'issue de ces questions que les scientifiques ont commencé à envisager la géo-ingénierie. Alors la géo-ingénierie, qu'est-ce que c'est? En quoi cela consiste? Quels pourraient être les bénéfices, mais aussi les risques de telles technologies? Bonjour à tous, ici l'Infamous Scientist, et dans cette vidéo, nous allons voir les différentes technologies de géo-ingénierie. La géo-ingénierie consiste à modifier volontairement le climat de la Terre afin de lutter contre le réchauffement climatique. Cette science, encore à ses balbutiements, compare souvent l'homme à Dieu en tentant d'expérimenter ce genre de choses. Des technologies comme le CDR, ou Carbon Dioxide Removal, consistent à enlever le CO2 de l'atmosphère en le captant et en le stockant. D'autres techniques consistent à faire pleuvoir à la demande dans certaines zones du monde, notamment arides, et la géo-ingénierie solaire, entre autres, a pour objectif de réfléchir le rayonnement solaire avant que celui-ci ne touche le sol de la Terre. Cela peut aller par exemple à l'installation de panneaux réfléchissants dans l'espace afin de réfléchir les rayons du Soleil, ou bien en injectant des particules dans l'atmosphère sous forme d'aérosol. Les premiers essais de géo-ingénierie ont été réalisés par les militaires américains durant la guerre du Vietnam, donc dans les années 60, dans le cadre de l'opération Popeye, dont le but était de faire pleuvoir sur la piste de Ho Chi Minh et de noyer les parties adverses sous les boues engendrées. Le concept est même né avant, dans les années 1940, où toujours dans l'optique de s'en servir en guerre, les Alliés souhaitaient maîtriser le climat afin d'avoir un avantage stratégique sur les adversaires. La convention NMOD, venant de l'ONU, et entrée en vigueur en 1978, interdit la modification du climat à des fins militaires et a été signée par 76 pays. Aujourd'hui, ces techniques sont utilisées en dehors du secteur militaire par une cinquantaine de pays, soit pour favoriser la précipitation dans les zones arides, dans le Moyen-Orient notamment, soit pour empêcher certains événements climatiques comme la grêle qui pourraient endommager les cultures. La Chine, avec son projet Sky River Project, a pour objectif de déployer cette technologie sur une grande partie du territoire chinois d'ici 2025. La technologie SRM, pour Solar Radiation Management, ou GRS en français, se sert de la capacité réfléchissante de l'atmosphère, appelée albédo. Donc pour des matériaux clairs, on va avoir le taux d'albédo le plus élevé, car c'est ces matériaux qui vont réfléchir le plus la lumière. Le concept de cette technique consiste à simuler l'effet d'une éruption volcanique en injectant des particules, donc soit de l'hydrogène sulfuré, soit du soufre, soit du carbonate de calcium, dans la stratosphère à l'aide de ballons. S'ensuivrait alors une réaction avec l'air produisant du dioxyde de soufre, qui va rester alors en suspension pendant une durée de 1 à 2 ans. Et on compare souvent cette technique à une éruption volcanique, comme celle du mont Pinatubo aux Philippines en 1991, qui avait fait baisser la température de 0,5 degrés à l'échelle mondiale au cours des années suivantes. Une technique similaire consisterait à densifier les nuages en faisant s'évaporer de l'eau de mer dans l'atmosphère. L'idée derrière cette approche est que les gouttelettes dans les nuages sont plus fines et vont ainsi mieux réfléchir la lumière que celle présente dans les océans. Mais comme l'eau est aussi un gaz à effet de serre, ça ne va pas être forcément idéal. Enfin, une dernière approche consiste à réfléchir la lumière à l'aide d'un parasol constitué de disques de 60 cm de diamètre. Il serait alors déployé au point de Lagrange L1 et formerait une sorte de protection artificielle de la Terre pour une durée de vie estimée de 50 ans. Alors petit rappel, pour le point de Lagrange, ça correspond à la position entre deux objets, donc où un troisième va se situer au milieu, entre les deux objets, et va être considéré comme immobile par rapport aux deux autres, car il ne va être ni attiré par l'un ni attiré par l'autre dû à la gravité, et aurait la même vitesse angulaire, comme ça et comme ça. La NASA s'intéresse à un projet similaire en voulant envoyer des miroirs dans l'espace, afin de réfléchir les rayons du Soleil. Cependant, les conséquences seraient difficiles à évaluer. Il y a également le projet SCOPEX, pour Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, qui bénéficie par exemple du soutien financier de Bill Gates. Il est possible aussi, avec les technologies actuelles, de faire pleuvoir à la demande. Ceci grâce à l'injection d'iodure d'argent dans les nuages, si ce dernier est à moins de 0 degré, et qui va alors imiter la structure de la glace, ou bien en se servant de sel hygroscopique, sinon. En tombant à travers l'air chaud, la glace va se transformer alors en pluie,
Mais le souci est que ce composé est nocif et qu'il y a eu des tensions géopolitiques à cause de cette technologie. Le but initial de ce genre de technologie est de pouvoir irriguer les cultures dans les périodes de sécheresse. Ensemencer les nuages peut également permettre d'éviter la grêle qui viendrait détruire les plantations. Enfin, un autre aspect positif est que cela peut purifier l'atmosphère en éliminant les particules fines et autres polluants. Cependant, il n'est pas possible de faire pleuvoir si l'air est sec. Concernant le problème de l'acidification des océans, une solution a été envisagée de déverser de la chaux, de l'oxyde de calcium du coup, dans les océans. En effet, ce composé est plutôt basique et retarderait l'absorption du CO2. Mais la production de ce composé demande beaucoup d'énergie et cela entraînerait aussi des questions sur la chaîne alimentaire car les espèces vivant dans les océans ingéreraient ce composé, même dilué. Mais avant de continuer, je tenais à vous demander une chose. Si vous aimez le contenu que je produis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu afin d'aider à promouvoir ces vidéos éducatives. Concernant le captage de CO2, il n'est pas toujours évident de placer cette approche dans le domaine de la géo-ingénierie. On peut considérer que les techniques appartenant à ce domaine consistent à forcer ce que la nature pourrait faire elle-même de façon beaucoup plus lente. Par exemple, il a été envisagé d'ajouter du sulfate de fer dans les océans afin de favoriser le développement de phytoplancton marin qui viendrait ensuite consommer le CO2. On peut voir ce genre de phénomène arriver notamment lors de catastrophes avec les cargos pétroliers, où les bactéries présentes dans les océans peuvent venir consommer ces éléments. Cependant, cette méthode est moins efficace que lorsque le fer est déjà présent naturellement dans l'eau. Une autre technique consisterait à brasser les océans afin d'améliorer la dissolution du CO2 dans l'eau et afin de favoriser le développement des algues en eau peu profonde en faisant remonter les eaux profondes riches en substances nutritives. Le CO2 peut également être stocké dans les anciens gisements d'hydrocarbures, considérés comme des zones de stockage sûres. Ceci afin de se donner plus de temps pour trouver quoi faire de ce CO2. Le CO2 actuellement est utilisé dans quelques industries, comme dans la réalisation de boissons gazeuses ou bien dans l'industrie chimique, pour réaliser la synthèse de composants tels que les carbonates, les carbamates, les acides carboxyliques et les polyuréthanes. Le CO2 est un composé plutôt stable à température et pression ambiante, mais peut être sous certaines conditions utilisé comme agent oxydant, notamment avec l'aide de catalyseurs. On peut le retrouver en réactif dans l'industrie pharmaceutique pour la synthèse de certains médicaments, ou dans la plasturgie pour la production de polymères comme le polycarbonate, ou encore dans la synthèse de l'urée afin de réaliser des fertilisants, qui est à l'heure actuelle l'utilisation la plus importante pour le CO2. Il est également envisagé de l'utiliser dans la fabrication du ciment, qui selon l'AIE est le domaine d'expansion le plus prometteur, et le deuxième secteur qui s'en sert le plus est celui de l'industrie pétrolière, afin d'optimiser la récupération des hydrocarbures via le procédé d'Enhanced Oil Recovery, ou EOR en anglais, ou aussi en formant du syngas par le biais du Reverse Water Gas Shift, pour ensuite former des hydrocarbures. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'utilisation d'hydrocarbures de synthèse, je vous enjoins à regarder la vidéo. L'AIE précise également que des recherches afin de se servir du CO2 dans la production de carburant sont en cours. Cependant, il ne faut pas se faire d'illusions, à court et moyen terme, l'utilisation du CO2 comme réactif ne sera pas significative dans la lutte contre le réchauffement climatique. De plus, les barrières pour la mise à l'échelle de ces technologies sont essentiellement commerciales et dues à la réglementation plus qu'à la technologie en elle-même. Par ailleurs, ce type de technologie ne permettra pas de réduire la quantité de CO2 à la même échelle que celle pour le stockage de carbone, mais viendrait plutôt en complément. Parmi les risques encourus, un des risques est que certains pays, notamment les pays industrialisés, fassent leur expérience dans leur coin sans prévenir les autres pays. Or, bien que ces expériences puissent être lancées localement, leur impact peut être global. En effet, si l'on fait pleuvoir dans une certaine zone géographique, cela peut également priver d'autres zones de cette même pluie. Ça peut même poser problème dans le sens où les pays réalisant ces expérimentations sont les pays riches, et ceux ayant des chances d'être le plus impactés vont être les pays pauvres. En décembre 2022, par exemple, la start-up Makeup Sunset a par exemple réalisé des tests de géo-ingénierie solaire au Mexique en injectant des aérosols dans l'atmosphère sans avoir prévenu le gouvernement mexicain. Celui-ci a par ailleurs condamné ces expérimentations sur son sol,
où l'on peut voir l'aspect sensible du sujet et a suspendu ses expérimentations. Là où le bât blesse est que ces technologies sont relativement peu chères et donc extrêmement tentantes à mettre en œuvre. Par ailleurs, ces technologies peuvent donner un sentiment à la population de déresponsabilisation, les poussant à plus consommer, car il y aura toujours une solution de dernier recours. Cependant, les conséquences pourraient être dévastatrices si ces expérimentations étaient mal contrôlées et pourraient même altérer le climat de la planète. Certains scientifiques disent même que cela pourrait contribuer à altérer la couche d'ozone après de nombreuses années où la communauté internationale s'est efforcée à la reconstruire. Certains collectifs appellent ainsi à la réglementation de ces technologies, ainsi qu'à la mise en place d'un accord mondial pour avoir des règles communes. On voit ici une approche du principe de précaution, afin de s'assurer que tous les acteurs puissent profiter de la façon équitable de ces technologies. De plus, quand bien même tous les pays seraient impliqués, cela ne voudrait pas dire que tous les acteurs économiques dans ces pays auraient leur mot à dire, alors que les conséquences de telles techniques pourraient leur impacter de façon profonde. On parle de biens communs de géo-ingénierie, ou CBG en anglais, pour Common Based Geoengineering. Or, ces biens communs mondiaux, comme l'atmosphère ou les océans, ne sont que peu régis par le droit international. Un autre risque en se servant des aérosols pour réfléchir la lumière est que cela cache le problème. En effet, les gaz à effet de serre s'accumuleront toujours, et si potentiellement on ne peut plus injecter en permanence ces aérosols, alors il va y avoir un risque que le réchauffement reprenne d'un coup. Or, la variation dans le climat sera telle que cela entraînera la disparition de toutes les espèces très rapidement. Dans la même optique, le fait d'incorporer du soufre dans l'atmosphère peut entraîner des risques de pluie acide, ce qui viendrait alors à détruire une partie de la vie sur Terre. La géo-ingénierie fait partie des moyens encouragés par les technophiles adeptes de la mentalité « la science, la technologie peut nous sauver de tout et la nature doit être maîtrisée ». Cela va à l'encontre d'une autre vision de l'écologie axée plutôt sur le vivre avec la nature et chercher plutôt à faire communion avec elle. Bien que ces deux approches soient souvent opposées, il n'est pas dit qu'il ne soit pas nécessaire de combiner les deux approches afin de pouvoir sauver notre planète. Cette méthode reste cependant assimilée à une solution de dernier recours et de désespoir. Enfin, bien que la géo-ingénierie soit essentiellement étudiée pour la lutte contre le climat, d'autres secteurs, comme l'aérospatial, s'en emparent afin d'étudier la possibilité de créer des atmosphères artificielles afin de pouvoir rendre d'autres planètes habitables, comme Mars par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao!